Il ne fallait jamais que vous entendiez cette histoire, pas à l'air libre, pas en plein jour. Elle était destinée à rester enfouie dans la poussière ocre du désert du Languedoc, cachée derrière des portraits de familles impeccables et des documents soigneusement falsifiés. Mais ce soir, je vais vous révéler ce que les archives murmuraient, ce que les généalogies dissimulaient, et ce qu'un voyageur a découvert par hasard à l'hiver 1882. Tout commence avec une sacoche en cuir apportée dans la vallée de la Lavande, en Provence, par Jacques Hébert, un homme qui croyait chasser des noms, mais qui a mis au jour une lignée si viciée, si précise dans sa cruauté qu'elle a redéfini ce que nous pensions de la nature humaine. Imaginez cela, une vallée de 400 âmes, encadrée par des falaises rouges et des étendues infinies de thym, où la vie était rude, mais où l'espoir respirait encore dans chaque ferme. Au centre de tout se dressait le domaine Beaumont, 3000 hectares d'ordre cultivés contre la sauvagerie. Un manoir en grès qui s'élevait comme une forteresse de civilisation, des jardins taillés avec une perfection surnaturelle, des clôtures droites comme des commandements, des arbres fruitiers importés ployant sous une richesse qu'aucune famille de province ne devrait posséder. Pour les gens de la vallée de la Lavande, les Beaumont étaient une noblesse en exil. Leur patriarche aux cheveux d'argent, Auguste, un vestige de lignées anglaises. Sa femme, Élisabeth Lanvin, une figure de charité et de raffinement. Leurs enfants et petits-enfants, beaux, accomplis, intouchables, étaient présentés comme des modèles de ce que la famille humaine pouvait être. Mais vous et moi savons mieux. La perfection est le masque que la corruption porte quand elle veut être adorée. Hébert s'assit dans leur bureau ce février-là, et tandis que la lumière du feu dansait sur les cadres dorés et les livres importés, il commença à remarquer quelque chose de petit mais mortel. La généalogie qu'Auguste posa devant lui semblait parfaite, trop parfaite. Des sceaux de paroisse en Normandie contenant des erreurs qu'aucune vraie paroisse n'aurait commises, des traits d'encre traversant un siècle qui portèrent la même main, comme si le temps lui-même ne les avait pas touchés. Et derrière la courtoisie polie d'Auguste Beaumont, il y avait une autre présence, froide, mesurante, prédatrice. Le genre de présence que l'on ressent quand un homme en face de vous ne parle pas seulement, mais vous dissèque du regard, sondant vos faiblesses. C'est la partie que le village n'a jamais vue. Il voyait des événements de charité, des dîners élégants, des récoltes prospères. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les schémas. Le marchand en Bourgogne qui mourut soudain, après avoir refusé l'offre des fuyants. Le fermier en Alsace dont le cheval le désarçonna après qu'un pont eût été affaibli. Les veuves qui vendirent leurs terres pour des bouchées de pain après que leur mari se soit effondré sans raison. Oui, j'ai dit fuyant, pas Beaumont, car c'est la première vérité interdite qu'Hébert a déterrée. Cette lignée avait porté plus de nom qu'un seul, se débarrassant d'identité comme des serpents muins, laissant derrière eux des tombes, des dettes et des vies ruinées. Ils n'étaient pas des descendants de noblesse. Ils étaient des descendants de survie calculée. Vous devez comprendre que ce n'était pas une cruauté aléatoire. C'était une méthode, un héritage génétique non pas de bonté ou de compassion, mais de stratégie et de prédation. 3 générations d'enfants entraînés comme des soldats, appris non seulement à lire ou écrire, mais à évaluer, à manipuler, à calculer le moment exact où le malheur d'un rival profiterait le plus à la famille. Et voici l'abîme dans lequel vous devez plonger le regard. Quand la cruauté est enseignée, elle peut être désapprise. Mais quand la cruauté est élevée, quand elle est nourrie non comme un défaut mais comme un trésor familial, elle devient autre chose. Elle devient un système de sang. Elle devient une dynastie de prédateurs. Le village pensait que les Beaumont étaient bénis parce que la tragédie ne les touchait jamais. Mais regardez de plus près, et vous verrez la vérité. La tragédie touchait tous les autres. Leurs voisins perdaient des enfants, leurs concurrents perdaient des terres, leurs rivaux perdaient des vies, et chaque fois les Beaumont gagnaient. Le schéma était trop précis pour être un accident, trop constant pour être le destin. C'était l'architecture silencieuse de la domination, une main invisible guidant la vallée vers la soumission, tandis que les Beaumont souriaient depuis leur haut domaine. Hébert aurait dû partir cette première nuit. Au moment où il remarqua les 2 documents parfaits, les 2 comportements contrôlés, les 2 fortunes prévisibles. Mais il resta. Il resta parce qu'il croyait en les preuves, en la démonstration, au poids des archives officielles. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'en s'asseyant dans ce bureau, en sirotant leur brandy importé, il était déjà entré dans leur toile. Il n'était plus un enquêteur, il était une proie examinée par des chasseurs. Et ce qu'il découvrit ensuite lui montra que les Beaumont n'étaient pas seulement une famille aux habitudes sombres. Ils étaient quelque chose de bien plus ancien, bien plus dangereux, une expérience transmise à travers les générations, cachée à la vue de tous, jusqu'à ce qu'une sacoche de documents menace de tout démasquer. Quand Hébert se leva le lendemain matin, le givre sur la vitre n'avait pas fondu, bien que le soleil ait grimpé à mi-chemin dans le ciel. Il remarqua d'abord le désordre dans sa sacoche, les papiers mélangés, les sceaux défaits, son ordre méticuleux défait par des mains étrangères.
Rien ne manquait, et c'était le problème. Celui qui avait fouillé ses affaires n'avait pas cherché à voler. Il avait cherché à mesurer ce qu'il savait, à calculer combien de leurs masques il avait déjà arrachés. C'est à ce moment qu'il réalisa qu'il n'était plus seulement un hôte dans la vallée de la lavande. Il était sous surveillance. Chaque mot, chaque pas, chaque regard serait pesé et rapporté au chef de la table Beaumont. Il vivait à l'intérieur de leur expérience. Ce soir-là, il fut convoqué à nouveau, non invité mais convoqué au domaine Beaumont. Le dîner se déroula comme un rituel. Argenterie polie, vins importés, rires répétés comme des répliques de théâtre. Pourtant, en dessous courait quelque chose d'anormal, une raideur dans leurs gestes, une précision dans leurs conversations, des enfants qui parlaient avec la prudence gardée de diplomates plutôt qu'avec la naïveté de la jeunesse. Et quand une tragédie était mentionnée, des voisins perdus, des rivaux enterrés, ce n'était pas le chagrin qui traversait leur visage, mais quelque chose de plus froid, une évaluation, comme si chaque malheur dans la vallée n'était rien d'autre qu'une pièce d'échec retirée du plateau. Les jumeaux, Auguste Jr. et Victoire, étaient les plus troublants. Âgés de 17 ans, ils se comportaient pourtant avec une conscience de soi qu'aucun enfant ne devrait posséder. Leurs mots venaient mesurer, calculer, chaque phrase aiguisée, comme si elle était destinée à tester Hébert. Quand la difficulté d'une veuve fut mentionnée, Victoire répondit non avec pitié mais avec jugement, comme il est regrettable qu'il se soit révélé si inadéquat aux exigences de la vie. Sa voix ne portait aucune malice, seulement une analyse, froide, clinique, détachée, le genre de voix qui ne voit pas des êtres humains, mais des spécimens. C'est alors qu'Hébert commença à comprendre. Ce n'était pas à propos de documents falsifiés ou d'une fausse ascendance noble. C'était à propos de quelque chose d'élevé, un secret incrusté dans le sang. Les enfants de la famille ne se comportaient pas comme des enfants parce qu'ils n'étaient jamais traités comme tels. Ils étaient cultivés comme des récoltes, entraînés comme des armes, et derrière leur poli se cachait quelque chose d'hérité. Une absence d'empathie si complète qu'elle semblait presque une mutation. Pensez à ce que cela signifie. La plupart des familles transmettent des héritages, des histoires, peut-être un métier. Les Beaumont transmettaient à la cruauté. Ils la raffinaient, la distillaient, la sélectionnaient à travers les générations comme s'ils élevaient une souche particulière d'animal. Et cela fonctionnait. Leur succès, leur immunité surnaturelle à la tragédie, leur domination dans la vallée de la lavande, tout cela n'était pas une bénédiction divine. C'était conçu. Les Beaumont s'étaient transformés en une dynastie de prédateurs. Et leur plus grand mensonge était de convaincre tout le monde que c'était simplement de la bonne fortune. Cette nuit-là, quand Auguste Beaumont versa un brandy à Hébert et parla des réalités de la vie provinciale, le masque glissa davantage. Certaines familles survivent, dit-il, et d'autres prospèrent. La différence, monsieur Hébert, ne réside pas dans la morale mais dans l'adaptabilité. Il faut être prêt à plier la vérité, à plier les gens, à plier le monde lui-même. Il fit tourbillonner le liquide ambré dans son verre, et la lumière du feu captura l'éclat froid dans ses yeux. Ce n'était pas la philosophie d'un propriétaire terrien, c'était la doctrine d'un prédateur. Le lendemain matin, un message attendait Hébert à la pension. Sa mère, malade à Paris, l'appelait. Il faillit rire en le lisant. Sa mère était en bonne santé. Sa dernière lettre datait de quelques jours, son écriture vibrante. C'était une fabrication, et la rapidité de celle-ci, l'efficacité avec laquelle les Beaumont l'avaient produite et livrée, le secoua, plus que le mensonge lui-même. Ce n'était pas une intimidation maladroite. C'était précis, coordonné. Cela prouvait ce qu'il craignait déjà. La famille Beaumont ne le surveillait pas seulement. Ils avaient déjà posé leurs mains dans sa vie, comme si elle était de l'argile à modeler. Hébert ne partit pas. Au lieu de cela, il joua le jeu. Il annonça son départ, feignit la panique pour la santé de sa mère et s'éclipsa non vers l'est mais vers le sud, vers le siège du département. Là, parmi les registres intacts des actes de propriété et des archives d'immigration, la vérité commença à suinter. Les Beaumont n'avaient pas été Beaumont du tout. Ils étaient des fuyants. Avant cela, des faux, des noms portés comme des déguisements, abandonnés chaque fois que le passé devenait trop lourd de corps et de soupçons. Chaque fois qu'ils bougeaient, le même schéma se répétait. Fortune soudaine, rivaux disparus, morts inexpliqués. Bourgogne, Alsace, Picardie. Partout où ils s'installaient, les opportunités s'ouvraient devant eux comme une plaie, et derrière eux traînait un sillage d'accidents trop précis pour être le hasard. Un shérif de Picardie se souvenait bien d'eux. Ils n'étaient pas ordinaires, dit-il à Hébert des décennies plus tard. Ils regardèrent les gens comme un boucher regarde le bétail, évaluant le poids, la taille, l'utilité. Ils ne faisaient pas seulement des affaires, ils les orchestraient. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant autour d'eux était soit un pion, soit une menace. Et les menaces ne duraient jamais longtemps. C'était le secret génétique de la famille. Pas la folie, pas la maladie, mais le design. Un héritage de froideur transmis aussi soigneusement que la richesse, un terrain fertile pour des prédateurs humains se faisant passer pour des pionniers. Et tandis qu'Hébert assemblait ses archives, il réalisa quelque chose qui lui glaça l'estomac. Les Beaumont n'étaient pas uniques. Ils étaient réussis. Combien d'autres familles,
drapés de respectabilité, portèrent le même héritage. Combien de dynasties louées dans les livres d'histoire avaient bâti des fortunes sur une sélection sélective, non pour la force ou la beauté, mais pour le contrôle, la ruthless et le pouvoir. Ce n'était pas l'histoire d'une famille. C'était un modèle, un plan de domination qui résonne, encore dans les institutions. Aujourd'hui, le shérif Thomas Bertrand était à la retraite depuis près de 3 décennies quand Hébert le trouva dans une taverne enfumée à la périphérie de Paris. Ses cheveux étaient blancs, ses mains tremblantes, mais ses yeux portaient la netteté hantée d'un homme qui avait vu la moelle de quelque chose d'indicible. Quand Hébert posa le nom faux sur la table, la main de Bertrand se figea à mi-chemin de son verre. Lentement, il la baissa, se pencha et murmura « J'ai prié pour ne jamais réentendre ce nom ». Ce qui suivit n'était pas un simple souvenir. C'était une confession, comme si le poids de son silence l'avait rongé pendant des années. Il raconta à Hébert comment, dans les années 1830 et 1840, la famille Faux arriva dans son village de Picardie avec des sourires, de la richesse et des promesses de prospérité. Ils achetèrent des terres, ouvrirent des commerces et s'insérèrent dans chaque sphère d'influence. Mais ensuite, les accidents commencèrent. Un associé dans l'une de leurs entreprises se noya dans de l'eau peu profonde, bien qu'il soit connu comme un nageur fort. Un autre concurrent tomba malade d'une fièvre qui ne toucha personne d'autre. Un banquier, après avoir refusé leur demande de prêt, fut trouvé pendu dans sa grange, jugé suicide, bien que ses comptes ne montrent aucun signe de trouble. Chaque fois, murmura Bertrand, sa voix tendue par une vieille rage, les Faux sortaient plus riches, plus forts, intouchables, et le village répétait les mêmes mots, malchance. Mais ce n'était pas de la chance, c'était de la sélection. Bertrand décrivit leurs enfants avec malaise. Ils ne jouaient pas, ils ne riaient pas, ils observaient, toujours à observer comme de petits miroirs, reflétant les faiblesses de tous autour d'eux. Et quand ils parlaient, c'était comme s'ils répétaient, pratiquant le contrôle. Le shérif retraité raconta un incident qui lui glaçait encore le sang. Une institutrice respectée nommée Marguerite Daly avait commencé à parler ouvertement contre la famille Faux, avertissant les villageois que leur succès coûtait trop cher. Des semaines plus tard, son petite école brûla jusqu'aux fondations au milieu de la nuit. Daly et 3 orphelins sous sa garde étaient piégés à l'intérieur. Le feu les consuma avant que les voisins ne se réveillent à la fumée. Aucune preuve ne liait directement les Faux. Pourtant, le lendemain, Auguste Faux, un ancêtre du patriarche soi-disant Beaumont, s'avança et offrit de financer une nouvelle école. Il insista pour sélectionner les enseignants. À partir de ce moment, chaque enfant du village grandit sous l'instruction des Faux, leur esprit façonné par la main de la famille. Ce n'était pas seulement de la cupidité, siffla Bertrand, sa voix se brisant. C'était de l'élevage, une taille prudente de chaque génération. Il sélectionnait des partenaires non par amour mais pour des qualités. Intelligence, résilience, froideur. Il se construisait comme une arme. Hébert écouta, et dans le témoignage de Bertrand, il entendit quelque chose de plus grand que la cruauté d'une famille. Il entendit l'écho faible de systèmes, de dynasties, d'aristocratie, même d'institutions modernes qui pourraient avoir suivi la même formule. Une pensée le frappa. Si les Beaumont n'étaient pas isolés, si d'autres comme eux existaient, alors l'humanité elle-même avait été en partie façonnée par ces prédateurs de sang. Mais le shérif n'avait pas fini. Il se pencha plus près, les yeux humides, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ils n'éliminent pas seulement les menaces, ils les convertissent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un homme qui était leur ennemi une année, l'année suivante, il était leur allié le plus proche. Ils marchaient différemment, parlaient différemment. C'était comme s'ils l'avaient brisé et reconstruit. Je ne sais pas comment, que ce soit par chantage, poison ou quelque chose de pire. Mais quand les Faux voulaient quelqu'un dans leur cercle, ils ne tuaient pas seulement, ils reprogrammaient. C'est ce qui les rend imparables. Ces mots s'incrustèrent profondément dans l'esprit d'Hébert parce que dans la vallée de la Lavande, il l'avait vu aussi. Des voisins autrefois fiers, indépendants, maintenant silencieux, déférents. Leurs esprits atténués en présence du domaine Beaumont. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était une soumission conçue avec des outils invisibles. Un contrôle psychologique si efficace qu'il semblait incrusté dans leur manière même. Maintenant, la sacoche qu'Hébert portait semblait plus lourde. Elle n'était pas seulement remplie de généalogies falsifiées et de sceaux frauduleux. Elle était remplie de révélations qui pouvaient défaire bien plus qu'un cas d'héritage en Picardie. Elle menaçait d'exposer une méthodologie ancienne de pouvoir, une qui était encore en mouvement. Et cela signifiait une seule chose. Si les Beaumont soupçonnaient combien ils savaient, sa vie ne se mesurerait plus en années, mais en heures. Cette nuit-là, dans la lumière vacillante de sa chambre louée, Hébert fixa les documents, et le témoignage tremblant de Bertrand résonna dans son esprit. Il ne chassait plus une fraude. Il regardait dans l'abîme d'une famille qui avait armé le sang lui-même, une dynastie qui portait des masques de raffinement, tout en pratiquant l'ingénierie générationnelle de la cruauté. Et la vérité la plus troublante n'était pas que les Beaumont existaient, c'était qu'ils prospéraient,
parce que le monde, sciemment ou non, récompense les prédateurs quand ils portent le bon masque. Et voici où vous, qui écoutez maintenant, devez vous arrêter. Demandez-vous ceci: combien de dynasties célébrées dans vos livres d'histoire, combien de noms gravés dans le marbre sont nés non de génie ou de vertu, mais de cette même sélection secrète? Combien de ce que vous appelez civilisation a été construit non par des saints, mais par des prédateurs en gants de soie? La façade de raffinement commença à se fissurer la nuit où Hébert resta plus tard que d'habitude au domaine Beaumont. Le dîner s'était terminé, l'argenterie rangée, et la famille se retira au salon, une pièce tapissée de tentures de velours et de portraits qui planaient comme des juges silencieux. Ils s'attendaient à une conversation polie, peut-être de la musique jouée par la jeune génération. Au lieu de cela, il trébucha sur quelque chose d'autre, une leçon. Le patriarche, Auguste, s'assit dans un fauteuil à haut dossier comme un trône. Devant lui, les jumeaux, Auguste Junior et Victoire, se tenaient avec une posture parfaite, les mains jointes. Leur père parla du même ton calme qu'il utilisait pour les sermons du dimanche. Mais le sujet de ces mots glaça le sang d'Hébert. La faiblesse, dit Auguste, tourbillonnant son brandy, est la plus grande contagion. Vous devez la reconnaître instantanément et l'éliminer de votre sphère. Si un homme ne peut vous servir, alors il doit servir d'exemple. Il fit un geste vers son fils Théodore qui s'avança et posa un registre sur la table. Il contenait des noms, voisins, marchands, même l'évêque local, à côté de colonnes de notes, dettes dues, disputes réglées, scandales cachés. Chaque entrée lisait comme un diagnostic de vulnérabilité. Ceux-ci, expliqua Théodore, sont les points de pression. Appliquez-les et le sujet plie. Ignorez-les et il pourrait en se dresser contre nous. Victoire, seulement 17 ans, lut une entrée à voix haute. Sa voix portait la clarté de quelqu'un récitant de la poésie. Madame Jensen, 3 fils, 2 morts de fièvre, mari instable, contrainte financière, facilement persuadée par la charité, malléable avec de la sympathie, pas une menace. Elle tourna la page avec une composure bien trop glaçante pour une enfant. Puis Auguste Junior suivit, son ton encore plus froid. Monsieur Walsh refuse de vendre sa terre. Volonté forte, mais sa fille est malade, dépendante de médicaments de Lyon. Intercepter l'approvisionnement. Attendre 2 semaines. Il pliera. Ce n'était pas de la spéculation. C'était de l'instruction. Une transmission générationnelle de cruauté codifiée dans des registres et prononcée aussi naturellement que des prières. Hébert réalisa à ce moment que c'était le secret derrière la dynastie Beaumont. Pas la chance, pas la bénédiction divine, pas même la simple violence. C'était l'éducation. Dès le berceau, leurs enfants étaient enseignés à voir chaque être humain comme une ressource, un obstacle ou une faiblesse à exploiter. Ils mémorisèrent des dettes, des maladies, des chagrins privés. Ils pratiquaient à parler sans émotion, à écouter pour du levier, à dépouiller la pitié jusqu'à ce que la manipulation semble aussi ordinaire que respirer. C'était leur héritage. Pas la terre, pas la richesse, mais l'entraînement systématique de prédateurs. Hébert observa la gorge sèche, tandis que Marc, le fils cadet d'Auguste, posa une hypothétique aux enfants. Imaginez un marchand rival devenant trop populaire dans la vallée. Comment procéderiez-vous? Victoire répondit en premier, ses yeux aiguisés par le calcul. Acheter l'influence de ses créanciers, répandre des murmures sur son manque de fiabilité, encourager sa femme à douter de lui, l'isoler, puis lui offrir un partenariat une fois sa réputation effondrée. Excellent, répondit Marc souriant faiblement. Puis Auguste Junior prit son tour. S'il résiste, escaladez. Les accidents arrivent. Son chariot bascule sur la route de montagne. Il subit une blessure. La famille suppliera pour du soulagement. Et nous, miséricordieux comme toujours, l'accorderons, mais à nos conditions. La pièce se remplit de hochements d'approbation, comme si les enfants avaient récité l'écriture correctement. Hébert sentit la nausée monter, mais il força son visage à un masque de neutralité polie. S'il soupçonnait le dégoût, il serait marqué. Alors il sourit faiblement, même en réalisant qu'il observait la machinerie du pouvoir générationnel tourner sous ses yeux. Cette nuit-là, de retour à la pension, il écrivit dans son journal « Cette famille ne survit pas seulement. Elle fabrique la survie. Elle est architecte du contrôle. Leurs enfants ne sont pas élevés. Ils sont forgés. Et leur cruauté n'est pas un accident. C'est un curriculum. » Mais ensuite, il écrivit quelque chose de plus sombre, quelque chose qui le rongerait longtemps après. Si la cruauté peut être enseignée et l'empathie effacée, alors ce que nous appelons moralité pourrait ne pas être naturel du tout. Peut-être que la civilisation elle-même a été façonnée par des familles qui transmettaient la domination, comme d'autres transmettent l'écriture ou un métier. La pensée le hantait. Combien du monde avait été construit non par des rêveurs ou des héros, mais par des dynasties qui entraînèrent leurs enfants à voir les hommes comme des outils et les tragédies comme des marches. Les Beaumont étaient simplement un fil exposé dans une tapisserie bien plus grande. Et voici où je dois me tourner vers vous, l'auditeur.
Demandez-vous, combien des familles qui dominent la politique, la finance ou les empires aujourd'hui ont hérité de quelque chose de très similaire. Pas seulement la richesse, pas seulement les connexions, mais une absence profonde de sens d'empathie raffinée à travers les générations, jusqu'à ce que la domination semble être le destin. Les Beaumont n'étaient pas des aberrations, ils étaient des révélations. Preuve que la cruauté peut être écrite dans une lignée aussi soigneusement que l'encre sur le parchemin. Et Hébert, serrant sa sacoche, comprit ce que cela signifiait pour lui. Il n'enquêtait plus sur une fraude. Il trespassait sur l'écriture vivante d'une dynastie, et les trespasseurs dans la vallée de la Lavande ne marchaient jamais libres. À présent, Hébert en savait trop, et les Beaumont le sentaient. Ils étaient des prédateurs élevés pour détecter la faiblesse, et sa prudence, ses pauses, ses yeux fuyants avaient trahi qu'il n'était plus seulement un hôte dans leur vallée. Il était un risque. À partir de ce point, la vallée de la Lavande elle-même semblait se retourner contre lui. Cela commença par des murmures. La veuve de la pension, Madame Passier, qui l'accueillait autrefois chaleureusement, évitait maintenant son regard. Le forgeron, un homme avec qui il avait parlé quelques jours plus tôt, fermait soudain sa boutique quand Hébert approchait. Même les enfants, d'habitude avides de conversation avec les étrangers, le regardaient avec un silence méfiant, presque répété. La communauté entière se resserrait comme un nœud coulant. Il savait de quelle main tirer la corde. Un soir, alors qu'il rentrait du tribunal avec sa sacoche lourde contre son flanc, un garçon pas plus âgé de 10 ans l'approcha. Son visage était pâle, ses yeux creux, et d'une voix trop stable pour son âge il murmura « Ils savent que vous en avez vu trop. Vous devriez partir avant dimanche. » Puis le garçon se tourna et disparut dans la ruelle. Partir avant dimanche. Cette phrase repassait en boucle dans son esprit. Qu'était prévu pour dimanche? Un rassemblement à l'église, une réunion communautaire, ou quelque chose de plus sombre, un malheur orchestré conçu pour le supprimer comme les autres avaient été effacés. Cette nuit-là, le sommeil n'apporta aucun soulagement. Il resta éveillé, fixant les poutres du plafond quand il entendit le plus faible grincement de bois près de sa fenêtre. Se levant silencieusement, il attrapa le revolver qu'il gardait sous son manteau de voyage. Lentement, prudemment, il tira le rideau. Et là, debout au clair de lune dehors sa fenêtre, se tenait Victoire Beaumont, 17 ans, sa robe de nuit blanche luisant faiblement dans la lumière argentée. Elle ne tressaillit pas d'être vue. Elle sourit seulement, froid et délibéré, avant de poser un doigt sur ses lèvres et de disparaître dans les ombres. Ce n'était pas une menace, c'était un message. « Nous savons où vous dormez. » Le lendemain matin, il trouva sa sacoche déplacée à nouveau. Pas volée, pas saccagée, déplacée. Ses papiers réarrangés d'une manière qui se moquait de ses tentatives de secret. Il lui montrait l'étendue de leur portée. Non seulement il pouvait accéder à ses archives, mais il pouvait atteindre son espace privé, dans l'illusion fragile de sa sécurité. C'était une guerre psychologique jouée avec élégance, mais les Beaumont n'avaient pas fini. Ce soir-là, il fut invité, commandé à assister à un autre dîner au domaine. Il considéra refuser, mais le refus le marquerait ouvertement. Alors il y alla, vêtu de son manteau de voyage simple, portant le poids de sa sacoche comme un bouclier. Le dîner était plus calme que d'habitude, la conversation plus aiguisée, plus pointue. À un moment, Auguste se pencha à travers la table, ses cheveux d'argent capturant la lumière de la lampe. « Monsieur Hébert, dit-il doucement, un homme d'intelligence comme vous comprend que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Les archives peuvent tromper, les circonstances peuvent induire en erreur. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité elle-même, mais qui contrôle son récit. » Puis Théodore parla, sa voix calme, précise. « L'histoire de notre famille est écrite en force, survie et prospérité. C'est la vérité que les gens croient. C'est la vérité qui compte. N'êtes-vous pas d'accord ?» Tous les yeux à la table étaient sur lui. Le regard calculant du patriarche, le sourire serpentin de Victoire, le regard froid, fixe d'Auguste Jr. À ce moment, il réalisa que le dîner n'était pas à propos de nourriture ou de camaraderie. C'était un test. Il sondait pour la faiblesse, évaluant combien il avait découvert, décidant s'il pouvait être brisé ou devait être effacé. Il força un sourire, feignit l'accord, leva son verre et pria pour que sa main tremblante ne le trahisse pas. Une réflexion de l'engin caché derrière l'histoire humaine, la transmission prudente et délibérée de la domination. Et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus la dévoir. Plus Hébert creusait, plus la vallée de la Lavande ressemblait à une scène construite pour la performance des Beaumont, une communauté où chaque vie et mort était tissée dans le script de la famille. En surface, le village bruissait encore de champs de blé, de commerce de bétail, de sermons du dimanche et de rires dans la cour de l'église. Mais derrière cette façade, des schémas de disparition et de tragédie soudaine traçaient une carte pointant toujours vers le domaine sur la colline. Le premier cas qu'Hébert documenta était un éleveur nommé Samuel Calvet. Fort respecté et têtu, Calvet avait refusé de vendre une portion de sa terre bordant la propriété Beaumont. Des témoins l'avaient vu pour la dernière fois chevauchant pour inspecter son bétail, un soir de fin d'automne.
Au matin, son cheval revint seul, sa selle déchirée, ses flancs écumants de panique. Des jours plus tard, ils trouvèrent le corps de Calvette brisé au fond d'un ravin. Officiellement, c'était un accident de cheval, mais les locaux murmuraient que le chemin qu'il avait parcouru toute sa vie était sûr, familier et loin du ravin où il mourut. Au rassemblement suivant à l'église, Hébert nota comment Auguste Beaumont offrit des condoléances avec une grâce solennelle, tandis que Théodore, son fils aîné, finalisait l'achat de la terre de la veuve de Calvet à une fraction de sa valeur, et parmi la congrégation, pas une voix n'osa le questionner. Le second cas était une couturière, Claire Droit, qui s'était rapprochée d'Isabelle Beaumont, la fille. Claire était simple, travailleuse, sans famille à elle, et avait commencé à confier à des amis qu'elle soupçonnait quelque chose d'étrange dans le ménage qu'elle servait. Elle parlait de conversations étranges entendues, de murmures sur des malheurs calculés et l'élimination d'obstacles. Des jours plus tard, Claire disparut. Pas de corps, pas d'adieu, juste l'absence. Ses maigres biens furent trouvés soigneusement pliés dans son petit cottage, comme si elle avait préparé son départ. Les Beaumont affirmèrent qu'elle s'était enfuie pour se marier. Pourtant, Hébert nota dans son journal que Claire avait récemment cousu de nouveaux rideaux pour sa maison, un détail incompatible avec une femme planifiant de partir. Le troisième cas le troubla le plus. Des enfants. En 1881, 2 jeunes garçons d'une ferme voisine furent découverts noyés dans le fossé d'irrigation longeant le domaine Beaumont. Le fossé était peu profond, trop pour un accident à moins que quelqu'un les ait pressés, tenus sous l'eau jusqu'à ce que leurs petits poumons cèdent. Leurs parents en deuil reçurent une somme généreuse de Marc Beaumont, qui insista que c'était seulement juste d'alléger leur fardeau. Ils déménagèrent en quelques semaines. Aucune accusation ne fut jamais prononcée à voix haute. Ici, le schéma se cristallisa devant les yeux d'Hébert, un cycle d'élimination, d'acquisition et de silence. Ceux qui s'opposaient aux Beaumont perdaient des vies, des terres ou de la dignité. Ceux qui soupçonnaient trop disparaissaient. Ceux qui souffraient étaient compensés juste assez pour s'évanouir silencieusement. Et chaque fois, la famille resserrait son emprise sur la vallée de la Lavande. Mais ce qui troublait le plus Hébert n'était pas seulement ce que les Beaumont faisaient, mais comment ils le faisaient. Précision froide, contrôle psychologique, la manière dont ils semèrent la peur si subtilement que personne n'osait résister. À l'église, les voisins baissèrent les yeux quand les Beaumont entraient. Au marché, les familles parlaient prudemment, pesant chaque mot comme si l'air lui-même écoutait. Même les enfants évitaient les commérages comme si le silence leur avait été inculqué dès la naissance. Hébert commença à soupçonner que ce n'était pas seulement une lignée de cruauté, c'était un système d'endoctrinement. Dès la jeunesse, chaque Beaumont était enseigné comment concevoir le silence, comment plier une communauté non avec une violence ouverte, mais avec des ficelles invisibles. Oui, dit-il, voix stable malgré la tempête dans sa poitrine. La vérité appartient à ceux assez forts pour la préserver. Une approbation scintilla dans les yeux d'Auguste. Le test était passé pour l'instant. Mais Hébert savait que chaque mot qu'il prononçait, chaque regard qu'il donnait, était maintenant catalogué, mesuré, pesé contre le froid registre de survie de la famille. Cette nuit-là, marchant sous les froides étoiles provençales, il murmura pour lui-même la vérité qu'il n'osait pas dire à voix haute. Je ne suis pas seulement un enquêteur. Je suis une proie, et il décide quand frapper. Et ici je dois m'arrêter avec vous, l'auditeur, parce que la terreur des Beaumont n'est pas qu'ils tuaient, beaucoup de familles tuaient. La terreur est qu'ils étudiaient, mesuraient, perfectionnaient la domination psychologique jusqu'à ce qu'une vallée entière obéisse sans chaîne. Imaginez un tel pouvoir raffiné, hérité, aiguisé génération après génération. Demandez-vous si une famille en Provence pouvait concevoir un tel contrôle. Qu'en est-il des dynasties qui gouvernent les nations? Qu'en est-il des institutions qui façonnent votre vie aujourd'hui? Les Beaumont n'étaient pas des monstres dans l'ombre. Ils étaient la preuve d'une vérité que vous n'étiez jamais censé connaître. La domination peut être élevée, et une fois qu'elle prend racine, elle se propage silencieusement, invisiblement, jusqu'à ce que la résistance elle-même devienne impensable. Et Hébert savait que dimanche arrivait, et dimanche déciderait s'il quitterait la vallée de la Lavande vivant. Dimanche se leva avec le genre d'air hivernal vif qui ne porte aucune miséricorde. Le ciel était clair, les falaises rouges flamboyantes de lumière matinale, mais sous cette beauté, Hébert sentait la vallée se resserrer. Il marcha avec les autres vers l'église, une structure en bois simple au centre du village, où chaque famille se rassemblait dans ses meilleurs vêtements. De l'extérieur, c'était une scène de foi et d'unité. Mais à l'intérieur, Hébert réalisa rapidement qu'il avait pénétré dans quelque chose de bien plus ancien et sombre que le culte. Les bancs se remplirent en silence, chaque siège occupé. La famille Beaumont entra en dernier, balayant l'allée comme une royauté retournant à sa cour. Auguste Beaumont se déplaçait avec une dignité lente, ses cheveux d'argent impeccables, sa femme Élisabeth à ses côtés rayonnant un commandement calme. Derrière eux venaient Théodore, Marc, Isabelle et enfin la jeune génération, les jumeaux Auguste Jr. et Victoire. Leurs visages inexpressifs, yeux aiguisés comme des lames. Toute la congrégation se leva à leur passage, non avec joie, mais avec peur.
C'était une obéissance rituelle, automatique, inculquée par des années de survie. Le sermon fut prononcé par l'évêque, mais ses mots étaient vides, platitudes sur l'endurance, l'humilité et la sagesse de suivre l'ordre. Pourtant, chaque pause, chaque regard semblait dirigé vers le banc des Beaumont. Il ne prêchait pas aux gens, il réaffirmait la loyauté envers leur maître. À mi-chemin, Auguste lui-même se leva et la pièce se figea. Sa voix était douce, cultivée, portant à travers les poutres en bois avec un commandement sans effort. Les familles endurent par la force, dit-il, et les communautés endurent par l'unité. Mais l'unité n'est pas possible où la faiblesse engendre la rébellion, ou où les mensonges minent la vérité. Alors aujourd'hui, affirmons ce qui nous lie. À cela, Théodore déplia un papier, et un par un des noms furent lus à voix haute. Noms d'hommes, de femmes, de familles qui avaient failli, dont les récoltes avaient échoué, dont les dettes s'étaient accumulées, dont les fortunes avaient tourné. Pour chaque nom, la congrégation répondait en unison avec la même phrase. « Nous endurons, ils ne le font pas. » Hébert s'assit rigide, le cœur battant, tandis qu'il regardait voisin après voisin condamné non à la mort mais à la disparition. C'était l'exil par consensus, l'effacement par rituel. Et tout le monde participait, voix basse, yeux baissés, obéissance absolue. Personne ne voulait être le nom suivant lu, puis cela arriva. Claire Droit, la couturière qui avait disparu des semaines plus tôt. Son nom résonna dans la voix de l'évêque, et la congrégation répondit « Nous endurons, elle ne le fait pas ». À ce moment, Claire cessa d'exister. Pas seulement physiquement, elle fut effacée de la mémoire, de la sympathie, du registre vivant de la vallée. C'était le vrai pouvoir des Beaumont, pas seulement tuer des corps, mais tuer le souvenir. Et puis le regard d'Auguste se déplaça. Pour une fraction de seconde, ses yeux froids se posèrent sur Hébert. La pose s'étira comme une lame à sa gorge. Était-ce le moment? Son nom serait-il prononcé? Sa présence condamnée? Il agrippa le banc, se raidissant. Mais Auguste sourit seulement faiblement et continua. Le nom d'Hébert ne fut pas prononcé, pas encore. Le rituel se termina par une prière, voix basse, main jointe, mais il n'y avait aucune divinité dans cette pièce. C'était un conditionnement psychologique à sa forme la plus pure. Contrôle générationnel enveloppé dans une cérémonie religieuse. Une communauté entraînée à effacer quiconque se dressait contre la dynastie, à l'enterrer dans un silence plus profond que n'importe quelle tombe. Tandis que la congrégation sortait, Hébert sentit le piège se refermer plus serré. Les gens évitaient en ses yeux, leur silence plus suffocant que des mots. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, les murmures mourant dans leur gorge. C'était comme si la vallée elle-même avait décidé. Cet étranger ne restera pas parmi nous. De retour à la pension, il ouvrit sa sacoche avec des mains tremblantes et écrivit dans son journal « Dimanche n'est pas un culte. C'est de l'endoctrinement, un rituel de silence. Les Beaumont ont entraîné cette vallée à effacer l'incommodant. Et s'ils choisissent, ils m'effaceront aussi. » Il souligna la ligne suivante 2 fois, pressant l'encre si fort qu'elle faillit déchirer la page. Ce n'est pas un secret de famille. C'est un modèle pour le pouvoir lui-même. Et ici, je dois vous arrêter, auditeurs, pour enfoncer le couteau plus profondément. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement de l'histoire. Regardez de plus près votre monde. Ne voyez-vous pas les mêmes rituels de silence? Des communautés qui effacent les voix incommodes, des institutions qui condamnent par consensus, des dynasties qui survivent par l'humiliation rituelle des faibles. Les Beaumont n'inventaient rien de nouveau. Ils perfectionnaient quelque chose d'éternel. Cette nuit-là, quand la vallée gisait dans l'obscurité, Hébert rêva de noms, d'interminables noms lus à voix haute à travers les siècles, à travers les nations, chacun suivi du même chant. Nous endurons, ils ne le font pas. Et quand il se réveilla trempé de sueur, il réalisa la vérité. Les Beaumont n'étaient qu'une branche d'un arbre bien plus grand, un arbre qui jette encore son ombre sur chaque société aujourd'hui. La décision lui vint au milieu de la nuit, quand le silence de la vallée de la Lavande pressait trop lourdement contre sa poitrine. Il ne pouvait plus rester. Chaque heure qui passait resserrait le nœud coulant. Chaque regard, chaque murmure, chaque sourire des Beaumont était un rappel qu'il décidait quand l'effacer. S'il attendait, le rituel de dimanche ne serait pas le dernier. Son nom serait lu bientôt et une fois prononcé dans cette pièce, ce serait comme s'il n'avait jamais vécu. Alors Hébert fit ses bagages silencieusement, ses mains tremblantes tandis qu'il pliait ses papiers dans la sacoche. Les archives, les généalogies falsifiées, le témoignage du shérif, tout y était, un bouclier fragile de vérité contre une dynastie élevée dans les mensonges. Il attacha son revolver sous son manteau, rangea le journal profondément dans son sac, et se prépara à s'éclipser de la vallée avant l'aube. Mais les Beaumont n'étaient pas une famille facilement évadée. Au début, tout semblait clair. La pension grinça tandis qu'il descendait l'escalier étroit, la vieille veuve nulle part en vue. Dehors, la route s'étendait pâle sous la lune menant ouest vers les montagnes. Il respira plus facilement à chaque pas, l'air vif remplissant ses poumons comme une promesse de survie. Mais ensuite, juste au-delà de la forge, il les vit, 2 figures debout parfaitement immobiles dans les ombres de la rue principale. Elles ne bougèrent pas, ne crièrent pas,
mais il reconnut les silhouettes instantanément. Auguste Junior et Victoire, 17 ans, mais montant la garde comme des sentinelles, le regardant avec ses yeux fixes. Il se figea, son pouls martelant dans sa gorge. Les jumeaux ne dirent rien. Ils inclinèrent seulement la tête en unison, le plus faible sourire traversant les lèvres de Victoire comme pour se moquer de sa tentative. Puis, aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, ils reculèrent dans l'obscurité et disparurent. Ce n'était pas un avertissement, c'était une démonstration. Ils avaient anticipé sa fuite. Secoué, il pressa, évitant la route principale, coupant plutôt à travers des ruelles étroites et vers le bord de la vallée. Les buissons de thym bruissaient dans le vent froid, les falaises se dressant noires contre les étoiles. Enfin, il atteignit le chariot qu'il avait arrangé secrètement avec un fermier 2 jours auparavant, un homme qui, en tons étouffés, avait promis de le transporter au siège du département au premier jour. Mais quand il arriva, le chariot était parti. La porte de l'étable pendait ouverte. Le sol marqué de traces fraîches de roues. À l'intérieur de l'étable, un bout de papier flottait contre le mur tenu par un clou. C'était une page arrachée de l'un de ses propres documents, l'écriture forgée à la perfection. Au bas, une seule ligne en script élégant. La vérité nous appartient. Son estomac se glaça. Ils avaient non seulement intercepté ses plans, mais ils avaient atteint sa sacoche pendant qu'il dormait, pris ses papiers et laissé leur marque comme rappel de leur contrôle. Le message était clair. L'évasion était impossible. Chaque mouvement qu'il concevait, il l'avait déjà répété. Il chancela dans la nuit, serrant sa sacoche plus fort, réalisant qu'il était pris dans quelque chose de plus suffocant qu'un emprisonnement physique. Les Beaumont s'étaient tissés dans la structure même de la vallée. Les fermiers, les marchands, l'évêque, même les enfants, chacun plié volontairement ou involontairement à la volonté de la dynastie. Il n'y avait pas d'alliés, pas de refuge, pas de fissure dans le mur. La vallée elle-même était le domaine Beaumont, et il était enfermé dedans. Cette nuit-là, assis sur un rocher au bord des champs de thym, il fixa les étoiles infinies. Son souffle tremblait dans le froid et il murmura dans l'obscurité « Ils ne sont pas seulement une famille, ils sont un système. Et ici, auditeurs, et tout le couteau tourne plus profond pour vous. Des systèmes comme celui-ci ne disparaissent pas. Ils ne se terminent pas avec une vallée ou un siècle. Ils se répliquent, se raffinent, se perfectionnent en silence jusqu'à ce qu'ils se dressent si hauts et si polis que le monde les appelle nobles, puissants, nécessaires. Les Beaumont étaient simplement honnêtes dans leur méthode, honnêtes comme les prédateurs le sont quand ils montrent leurs dents. Mais le monde plus large cache ces Beaumont derrière des trônes, des corporations, des visages souriants sur la monnaie et des statues sur les places publiques. Demandez-vous, combien de tentatives de rébellion dans l'histoire se sont terminées non en triomphe, mais en effacement? Combien de noms ont été prononcés une fois puis frappés de la mémoire par des rituels, comme ceux de dimanche? Combien de dynasties, invisibles mais ininterrompues, se déplacent encore dans les couloirs de vos institutions aujourd'hui? Hébert réalisa trop tard que son évasion n'avait jamais été possible. Les Beaumont l'avaient attendu à essayer. Chaque pas, chaque choix avait déjà été calculé, écrit dans leur registre avant qu'il ne pose le pied dans la vallée. Il ne combattait pas une famille, il combattait un script. Et le script ne lui permettait pas de partir vivant. Quand les murs se referment, la fuite n'est plus une option. C'était la vérité pressant contre la poitrine d'Hébert tandis qu'il s'asseyait dans l'obscurité, le vent du désert griffant son manteau. Il ne pouvait pas échapper à la vallée de la Lavande. Les Beaumont s'en étaient assurés. Chaque chemin hors du village, chaque allié qu'il pourrait avoir fait confiance, chaque roue de chariot et murmure avait déjà été comptabilisé. Sa tentative de fuir n'était pas un échec, c'était une répétition. Il l'avait laissé essayer pour qu'il apprenne la futilité de la résistance. Mais il lui restait une arme, son esprit. Pendant des jours, il les avait regardés étudier les autres comme des spécimens, décomposant chaque homme et femme en points de levier. Il avait vu leurs registres, entendu leurs leçons, assisté à leurs enfants entraînés à réciter la mécanique du contrôle. Si la cruauté était leur science, alors peut-être pouvaient-ils l'essayer aussi. Pas pour dominer, mais pour survivre. L'opportunité vint plus tôt que prévu. Un messager arriva le lendemain matin, l'invitant une fois de plus au domaine. La note était écrite d'une main gracieuse, mais les mots ne portaient aucune courtoisie. Votre présence est requise. Ce soir-là, il rangea la lettre dans sa sacoche, sachant qu'il ne pouvait refuser. Ce soir-là, il entra dans le grand salon de la maison Beaumont. L'air sentait faiblement la fumée et les huiles importées, la lumière du feu peignant les murs de grès en teinte de sang. Auguste s'assit au bout d'une longue table, ses cheveux d'argent impeccables, son regard comme celui d'un faucon. Autour de lui étaient les autres, Théodore, Marc, Isabelle et les jumeaux, tous attendant en silence. Auguste fit signe de s'asseoir. « Monsieur Hébert, commença-t-il, sa voix calme, presque aimable. Nous admirons la diligence, mais la diligence doit avoir des limites. Vous avez posé trop de questions, vous avez ouvert trop de portes. Alors ce soir, nous vous demandons franchement, que cherchez-vous? De l'argent, de la reconnaissance, une place parmi nous? Chaque homme veut quelque chose. Dites-nous le vôtre. » C'était un piège soigneusement posé.
Répondre honnêtement, et il saurait comment le briser. Répondre mal et il l'effacerait cette nuit même. Pendant un moment, sa gorge se serra, ses paumes glissantes de sueur, puis la leçon de leurs enfants lui revint. L'art de tourner la faiblesse en arme. Alors il força sa voix stable. « Ce que je cherche, dit-il, c'est la survie. Et je sais mieux que quiconque que la survie n'appartient pas au juste. Elle appartient au fort. Les archives que je porte ne signifient rien pour moi, sauf comme preuve de force. Je vois maintenant que votre famille a enduré parce que vous comprenez. Vous savez comment vous adapter, comment façonner la vérité, comment commander. Cela vaut plus que l'héritage. Cela vaut la loyauté. » La pièce tomba silencieuse. Les flammes crépitèrent dans l'âtre. Pendant un moment agonisant, Hébert pensa qu'il verrait à travers la ruse, éplucherait son masque comme ils épluchaient celui de tout le monde. Mais alors Auguste sourit faiblement, les coins de ses yeux s'adoucissant. « Peut-être êtes-vous plus sage que nous ne l'avons jugé. » Victoire inclina la tête, l'étudiant avec la curiosité d'un serpent observant une proie qui n'a pas encore décidé de mourir. « La sagesse, dit-elle doucement, c'est apprendre quand s'agenouiller. » Un murmure d'approbation ondula autour de la table. Théodore ferma le registre à son côté. Marc lui versa un verre de brandy. Isabelle permit même un sourire poli. Pour la première fois depuis son arrivée dans la vallée de la Lavande, la pression s'allégea. Il s'était acheté du temps. Mais le temps n'était pas la sécurité. Le temps était une illusion. Une que les Beaumont accordaient quand ils voulaient mesurer, tester, décider si un homme pouvait être brisé et remodelé à leur service. Il avait passé leur épreuve pour l'instant, mais il savait que la suivante couperait plus profond. Cette nuit-là, retournant à sa chambre, il écrivit dans son journal « J'ai pénétré leur jeu. Ils croient que je plie, ils croient que je suis prêt à m'agenouiller. Mais si je dois survivre, je dois utiliser leur propre méthode contre eux. Je dois les étudier comme ils étudient les autres. Je dois devenir le miroir de leur cruauté. Et ici, auditeurs, et tout vous devez voir la leçon plus sombre. Survivre sous la corruption demande la corruption. Pour combattre une dynastie de prédateurs, on risque de devenir prédateur soi-même. Hébert le sentait ramper en lui comme du givre. La tentation de manipuler, de tromper, d'utiliser la cruauté même qu'il haïssait comme arme. C'est ainsi que des systèmes comme les Beaumont endurent. Ils ne dominent pas seulement. Ils infectent. Ils forcent même leurs ennemis à penser comme eux. La question n'est plus si Hébert peut s'échapper. C'est s'il peut s'échapper sans devenir ce qu'ils sont. Mais dans la vallée de la Lavande, personne ne s'échappe jamais inchangé. L'épreuve vint rapidement, sans avertissement. Elle n'était pas annoncée avec fanfare, ni parlée en termes polis. Elle arriva sous forme d'une convocation silencieuse, un attelage à la porte de la pension juste avant minuit. 2 hommes Beaumont se tenaient dehors. Aucun ne se présenta, aucun ne sourit. Ils firent simplement signe à Hébert d'entrer. Sa sacoche, son revolver, son journal, tout resta derrière. Il savait instantanément que cette nuit était le moment de décision. L'attelage cahota à travers les routes de terre de la vallée de la Lavande, roulant plus profond dans l'obscurité du désert. Aucun mot ne fut prononcé. Le seul son était le grincement du bois et la respiration régulière des chevaux. Enfin, le véhicule s'arrêta dans une clairière sous les falaises rouges, où la lune peignait la pierre en argent et ombre. Là, attendant comme des statues noires contre la nuit, se tenait la famille Beaumont. Auguste dans son long manteau, Théodore et Marc à ses côtés, Isabelle à moitié cachée par les plis de son châle, et devant eux les jumeaux, Auguste Junior et Victoire, yeux brûlants de cette même brillance froide. Au centre de la clairière se tenait un homme lié aux poignets et bâillonné. Hébert le reconnut, un ouvrier agricole nommé Élie Tourneur. Il avait parlé brièvement avec Élie quelques jours plus tôt. Une simple conversation sur le temps, le bétail, les difficultés de l'hiver. Élie avait été l'un des rares à encore regarder Hébert dans les yeux. Maintenant, Élie était à genoux, tremblant au clair de lune. Auguste parla en premier. Sa voix ne portait aucune colère, seulement de la solennité, comme s'il délivrait une homélie. Chaque homme qui marcherait avec notre famille doit comprendre le poids de la survie. Les mots ne sont rien, les papiers ne sont rien. La loyauté est prouvée par l'acte. Il fit un geste vers Élie. Cet homme s'est révélé peu fiable. Il parle trop librement, questionne trop souvent. Il est une faiblesse, et la faiblesse, monsieur Hébert, est une contagion. Théodore s'avança, plaçant un revolver dans la main d'Hébert. L'acier semblait plus lourd qu'il ne devrait, comme s'il portait la gravité de chaque vie prise avant. Les yeux d'Auguste ne le quittèrent pas. « Montrez-nous que vous comprenez », dit-il doucement. « Montrez-nous que vous appartenez. » La vallée était silencieuse. Même le vent semblait s'arrêter. Le cœur d'Hébert tonnait, sa respiration superficielle. C'était l'épreuve, son test final. Tuer un homme qui ne lui avait montré que de la simple bonté, se tacher de la cruauté même qu'il était venu exposer. Les yeux d'Élie se verrouillèrent sur les siens, larges de terreur mais suppliants avec une profondeur au-delà des mots. À ce moment, Hébert vit toute la machinerie de la dynastie Beaumont, les registres, l'endoctrinement, les rituels de silence. C'était ainsi qu'ils forgeaient la loyauté, non avec persuasion mais avec du sang. Une fois qu'un homme tuait pour eux, il ne pouvait plus partir. Sa complicité devenait sa chaîne.
Pour un instant brûlant, il le considéra, appuyer sur la détente, gagner leur confiance, s'incruster plus profondément pour un jour les exposer de l'intérieur. C'était une pensée aussi froide et stratégique que n'importe quel Beaumont pourrait avoir eu, et cela le terrifia. Leur infection fonctionnait déjà, ils pensaient comme eux, mais une autre pensée trancha. Si je le tue, je suis à eux pour toujours. Le silence s'étira. Victoire inclina la tête, ses lèvres se courbant en le plus faible sourire, le testant. Les yeux de Théodore se plissèrent, observant le tremblement de sa main. Auguste lui-même semblait presque serein, comme confiant du résultat. Hébert resserra sa prise sur le revolver, le leva lentement, non vers Élie, mais vers la famille. Sa main tremblait, mais sa voix non. « Oh, si la survie est un script, dit-il, alors je l'écrirai à ma manière. » Des halètements ondulèrent parmi les rassemblés. Le revolver trembla dans sa main, non de faiblesse mais du poids du choix. Pendant un moment, la nuit du désert resta suspendue, chaque souffle retenu. Auguste ne tressaillit pas. Au lieu de cela, il s'avança calmement comme toujours, et pressa une main doucement contre le canon, le baissant. « Vous êtes plus brave que je ne l'ai jugé », murmura-t-il. Mais la bravoure n'est pas toujours la survie. La famille se tourna en unison, laissant Élie encore lié dans la poussière. Ils retournèrent à l'attelage sans un mot de plus. L'épreuve était terminée, bien qu'Hébert ne sache pas encore s'il avait réussi ou échoué. Quand ils le déposèrent à la pension, le revolver avait disparu. Ses mains vides, son cœur creux. Il chancela dans sa chambre, s'effondra dans le fauteuil et nota les événements de la nuit dans son journal avec une désespérée furieuse. Sa ligne finale lisait « Ils ne m'ont pas tué ce soir, ce qui signifie qu'ils n'ont pas fini avec moi. Je suis encore dans leur jeu, et maintenant le jeu est du sang. Et ici, auditeur, est la vérité que vous devez avaler. C'est ainsi que les dynasties se perpétuent, non seulement à travers la richesse ou l'élevage, mais entraînant les autres dans leur cercle de cruauté. Ils vous rendent complices, ils vous rendent coupables, ils vous rendent partie de leur silence. Et une fois que vous l'êtes, vous n'avez plus besoin de chaînes. Vous restez parce que vous craignez le reflet de votre propre péché. C'est l'essence du pouvoir institutionnel, le secret que vous n'étiez jamais censé entendre. La nuit après l'épreuve, Hébert ne dormit pas. Son corps tremblait de l'après-choc du choix, son esprit brûlant de l'image d'Élie Tourneur liée dans la poussière, sa vie pendante au fil de la volonté d'un autre homme. Il n'avait pas appuyé sur la détente. Il ne les avait pas rejoints, mais il n'avait pas non plus sauvé Élie. Et c'était la cruauté de la méthode Beaumont. Ils n'avaient jamais besoin de salir leurs mains. Ils forçaient seulement les autres dans le poids de choix impossibles, jusqu'à ce que la culpabilité elle-même devienne le licol. Mais la culpabilité ne serait pas sa chaîne. À la lumière de la lampe, Hébert étala ses papiers sur la table, les documents qu'il avait gardés, les entrées de journal qu'il avait écrites, les témoignages et incohérences qu'il avait rassemblés. Pendant des semaines, il avait essayé de découvrir le secret Beaumont. Maintenant, il réalisait qu'il tenait quelque chose de bien plus grand, une arme. Leur force résidait dans le silence, dans la chaîne ininterrompue de leur narrative. S'ils pouvaient fracturer cette chaîne, s'ils pouvaient tourner leurs propres archives contre eux, ils pourraient encore tailler une évasion. Il commença par croiser chaque nom, chaque entrée de registre, chaque généalogie fausse contre les archives officielles du tribunal. Lentement, un schéma prit forme sur le papier devant lui. Des générations entières effacées et réécrites, des arbres familiaux taillés et redessinés, des rivaux disparaissant dans un village seulement, pour que de nouvelles opportunités s'ouvrent dans un autre. C'était trop précis pour rejeter, trop systématique pour ignorer. Dans ses notes, il écrivit « La leur n'est pas une histoire, c'est un script ». Et puis vint la révélation qui le secoua le plus profondément. Le script se répétait, des événements presque identiques, disputes foncières se terminant en mort soudaine, héritage réclamé par sceaux falsifiés, rivaux effacés par accident, apparaissaient dans chaque génération. Bourgogne, Alsace, Picardie, Provence. Chaque fois le même cycle, le même résultat. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était de la réplication, comme si la famille menait la même expérience encore et encore, la raffinant à chaque itération. C'était le secret génétique que la sacoche avait murmuré. Pas de difformité, pas de folie, mais du design. Une dynastie conçue par mariage, élevage et entraînement pour perfectionner la froide science de la domination. Hébert comprit maintenant comment les exposer. Il ne pouvait pas en appeler à la vallée. La vallée de la lavande était déjà brisée. Ces gens vivaient dans un silence rituel, leur obéissance trop profondément inculquée. Non, le seul chemin en avant était de porter l'histoire au-delà de la vallée, dans les tribunaux, les villes, les mains de ceux qui croyaient encore aux archives plutôt qu'aux rituels. Et pour cela, il avait besoin d'une preuve trop solide même pour que les Beaumont l'effacent. Alors il conçut son contre-coup. Les Beaumont comptaient sur les archives pour bâtir leurs mensonges, blasons familiaux, lettres falsifiées, arbres généalogiques tracés vers une noblesse supposée. Mais chaque falsification portait le même défaut, la main derrière elle. Auguste avait écrit trop de sa propre légende. Hébert rassembla les documents, compara sceaux, signatures, dates. Encore et encore, la même écriture émergeait, portant le masque des siècles.
Il les copia soigneusement, créant des superpositions qui révélaient le schéma. L'étape suivante était dangereuse. Il commença à laisser des fragments de ces superpositions en des endroits que les Beaumont ne pouvaient pas facilement effacer, glissés dans les livres de chant de l'Église, cachés dans les registres au tribunal, pressés entre les pages de livres empruntés, de petites graines de doute placées où aucune main unique ne pouvait les cueillir toutes. S'ils tombaient, s'ils disparaissaient, ces fragments resteraient, des murmures sur papier attendant d'allumer le soupçon, mais même en travaillant, il sentait le danger monter. Déjà, il sentait leurs yeux sur lui plus étroitement qu'avant. Les conversations s'arrêtaient quand il entrait dans une pièce. Les enfants le regardaient avec trop d'attention. Un matin, il trouva une seule feuille de son journal sur son oreiller, bien qu'il ait verrouillé le livre dans sa sacoche la nuit précédente. Sur la page de sa propre main, il avait écrit « La leur n'est pas une histoire. C'est un script, dessous d'une main différente, le script délicat et bouclé de victoire. 4 mots. Le vôtre l'est maintenant aussi. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration. Il lui disait « Vous appartenez à ce jeu que vous le vouliez ou non. Et ici, auditeur, est la révélation qui doit vous percer. Une fois que vous commencez à étudier les systèmes de pouvoir, une fois que vous voyez leur schéma, vous êtes déjà dans le script. Vous ne pouvez plus prétendre à l'innocence. Vous ne pouvez plus vous tenir dehors. La connaissance elle-même vous enchaîne parce que dès que vous la portez, vous êtes marqué. » Les Beaumont comprenaient cela. Et maintenant Hébert aussi. Il pressa malgré tout, sachant que son temps se rétrécissait. Chaque jour, la vallée devenait plus froide envers lui, chaque regard plus aiguisé, mais il s'accrochait à l'espoir que s'il pouvait disperser assez de fragments, planter assez de graines de vérité, le silence pourrait un jour se fissurer. Et pourtant, tandis qu'il écrivait dans son journal, il admit une peur plus profonde que la mort. Si je ne m'échappe pas bientôt, je commencerai à penser comme eux. Déjà, je me trouve à calculer. Déjà, je pèse des vies contre la stratégie. Ils ne sont pas seulement une menace pour mon corps, ils sont une menace pour mon âme. Le contre-coup était en mouvement, mais il savait que les Beaumont ne le laisseraient pas jouer éternellement. Il répondrait, et quand il le ferait, ce ne serait pas avec des registres ou des sermons, ce serait avec du sang. Les Beaumont contre-attaquèrent avec élégance, pas avec brutalité. Leur contre-jeu n'était pas un couteau dans l'ombre ou une balle sur la route, c'était bien pire. Ils tournèrent les fragments même de vérité qu'Hébert avait dispersés en armes contre lui. Cela commença subtilement. Un regard d'un fermier qui autrefois hochait poliment, maintenant plissant les yeux avec suspicion, une phrase murmurée qu'il surprit à l'étal du forgeron. Il ment, il tord les mots. On ne peut pas lui faire confiance. Au 3e jour, les murmures étaient devenus plus forts. Les familles traversèrent la rue quand il approchait. La veuve de la pension, Madame Passier, refusa son paiement pour le loyer. Ses lèvres serrées tandis qu'elle marmonnait « Je ne prendrai pas la monnaie d'un traître ». Au début, il pensa que c'était de la paranoïa, mais ensuite il vit ce que c'était. Les Beaumont avaient découvert ces fragments cachés, les superpositions qu'il avait laissées dans les registres et les livres de chant. Au lieu de les effacer, ils les avaient cooptés. Ils avaient tordu ces graines de doute en preuve, non de la fraude de la famille, mais de sa trahison à lui. Ils dirent au village qu'Hébert était un faussaire, un agitateur envoyé de l'Est pour les diviser, pour empoisonner leur paix. Et la vallée, déjà conditionnée par des années de silence rituel, obéit. Le doute ne se tourna pas vers les Beaumont. Il se tourna vers lui. La brillance de leur mouvement était dans sa précision. Il avait bâti son cas sur des documents, des archives, des écritures. Ils répondirent en le faisant passer pour le faussaire. Ils empoisonnèrent le puits de la preuve, jusqu'à ce que tout ce qu'il touchait pût la corruption. Dans son journal, il écrivit cette nuit-là avec des mains tremblantes. Ils ne détruisent pas la vérité. Ils la réutilisent. Ils font même de l'honnêteté leurs serviteurs. Le nœud coulant se resserra davantage. Ce dimanche-là, pendant le rituel à l'église, il sentit le poids de la pièce entière pressée contre lui. Auguste se leva après le sermon, ses cheveux d'argent luisants, sa voix calme. « Il y a parmi nous, dit-il, ceux qui viennent non pour joindre mais pour fracturer, qui portent des sacoches de mensonges, qui cherchent à semer la méfiance parmi les voisins. Ce n'est pas de la force. C'est une maladie, et la maladie doit être nommée. » La congrégation remua, leurs yeux glissant vers Hébert, bien qu'aucun nom ne soit prononcé. Il s'assit figé sur le banc, la sueur se rassemblant à son col. Il réalisa alors que les Beaumont n'avaient pas besoin de le tuer eux-mêmes. La vallée le ferait. Conditionnés par des années d'obéissance, endoctrinés dimanche après dimanche d'effacement, les gens le supprimeraient, comme ils avaient supprimé Claire, comme ils avaient effacé chaque rival avant. Cette nuit-là, il considéra brûler ses papiers, détruire les preuves, fuir à pied à travers le désert. Mais le souvenir des jumeaux montant la garde dans la rue, le chariot disparu, le bout de papier cloué à l'étable, tout lui disait la vérité. Les routes d'évasion étaient des illusions. Ils contrôlèrent la vallée comme un système fermé. Alors il résolut quelque chose de plus sombre. S'ils avaient tourné ces fragments en armes,
Alors il en disperserait plus, mais pas à la vallée, au monde extérieur. Il commença à copier ces superpositions et, entrées de journal en plusieurs ensembles, les enveloppant soigneusement, préparant à les envoyer par courrier à Lyon, Marseille, Bordeaux, des endroits où l'emprise des Beaumont ne pouvait pas atteindre si facilement. Si un paquet survivait, une graine de vérité pourrait pousser. Mais même cela, les Beaumont l'anticipèrent. Le lendemain soir, un garçon courrier livra une note scellée en cire cramoisie. À l'intérieur était une seule feuille de papier écrite de la main élégante de Victoire. « Pensez-vous que nous ne voyons pas où vous dispersez? Les graines ne tombent que là où nous les permettons. Souvenez-vous, monsieur Hébert, votre vérité vit parce que nous le permettons. » L'implication était glaçante. Ils avaient non seulement découvert son plan, mais ils connaissaient les routes, les destinations, les noms même de ses courriers destinés. Ils lui disaient que le filet était absolu. Et pourtant, enterré sous leur contrôle, Hébert entrevit quelque chose, une fissure. S'ils devaient lui rappeler leur portée, s'ils devaient envoyer une note du tout, cela signifiait que quelque chose les inquiétait. Ces fragments les avaient déstabilisés, ne serait-ce que légèrement. Peut-être craignaient-ils le monde extérieur, plus qu'ils ne l'admettaient. Peut-être leur pouvoir, si absolu dans la vallée, s'affaiblissait au-delà de ses frontières. Il s'accrocha à cette pensée, même tandis que les murs se refermaient plus serrés, même tandis que les regards des villageois devenaient plus aiguisés, même tandis que son propre souffle semblait emprunté. Les Beaumont avaient réécrit ces fragments en nœuds coulants. Oui, mais ils avaient aussi trahi leur propre peur, et la peur était le premier signe de faiblesse. Cette nuit-là, à la lumière vacillante de sa lampe à huile, Hébert nota dans son journal une ligne qui semblait moins une note et plus un vœu. Si je ne peux survivre, alors je les blesserai au moins. Même si mon corps disparaît, mes mots ne le feront pas. Et ici, auditeurs, et tout vous devez faire face au miroir. Chaque système de domination, peu importe à quel point poli, peu importe à quel point générationnel, tient une vérité qu'il ne peut échapper. Il craint l'exposition. Il craint la graine incontrôlable. Et quand vous apprenez à voir leur peur, vous apprenez à voir la fissure dans leur armure. Les Beaumont l'avaient contenu. Ils avaient tourné la vallée contre lui. Mais la graine était déjà en mouvement. Et une fois une graine plantée, aucune dynastie, peu importe à quel point conçue avec soin, ne peut contrôler où elle pousse. Il n'était plus suffisant de disperser des graines des ombres. Les Beaumont lui avaient montré leurs mains. Chaque route hors de la vallée de la Lavande était fermée, chaque courrier compromis, chaque murmure tordu en lame contre lui. La seule chance restante était de frapper au cœur de leur machinerie, de les blesser où ils se croyaient inassaillables. Leur ménage, leur legs, leur script, l'opportunité vint par Isabelle Beaumont. Contrairement à ses frères, contrairement à son père, Isabelle était moins visible dans les rituels quotidiens de domination. Elle apparaissait souvent comme une ombre au dîner, une présence calme au sermon, son rôle caché derrière un voile de sourire poli. Mais Hébert l'avait observé attentivement, et il remarqua quelque chose. Là où les autres se déplaçaient comme des prédateurs, Isabelle se déplaçait comme une gardienne. Elle gérait les registres, la correspondance, les archives du ménage. S'il y avait un coffre central où le mythe de la famille était écrit et réécrit, il passerait par ses mains. Alors Hébert joua le rôle du sceptique loyal, l'homme qui avait vu leur force et appris à l'admirer. Il offrit à Isabelle de petites courtoisies, portant des livres pour elle à l'église, parlant doucement de la beauté du domaine, feignant la déférence envers son raffinement. Il n'était pas idiot. Il savait que les Beaumont mesuraient chaque geste. Mais il savait aussi que les prédateurs négligeaient souvent le pouvoir de la flatterie. Surtout quand elle visait non le patriarche, mais la gardienne des clés. Et cela fonctionna. Un soir tard, Isabelle le laissa entrer dans la bibliothèque, une pièce que peu en dehors de la famille avaient vue. Les étagères étaient bordées de volumes reliés en cuir, beaucoup estampillés de faux blasons généalogiques, leur dos luisant à la lumière du feu. Au centre se tenait un grand bureau où des papiers lâches et de la correspondance étaient empilés avec une précision mathématique. « Ceci, dit Isabelle calmement, est où nous préservons la vérité. Et comme vous le savez, la vérité doit souvent être corrigée. » Ses mots étaient calmes, son sourire faible, mais dans ses yeux persistait quelque chose de plus complexe que la cruauté, de la lassitude peut-être, ou la trace faible de quelqu'un qui avait depuis longtemps rendu sa volonté à la machinerie de la famille. Le cœur d'Hébert battait tandis qu'il balayait la pièce. Ici c'était l'archive de leur mythe, le moteur de leur mensonge. Il ne pouvait pas la saisir ouvertement, mais il pouvait étudier, il pouvait mémoriser. Ses yeux coururent sur des sceaux, des lettres falsifiées, des arbres familiaux entiers qui avaient été dessinés et redessinés, chacun pliant l'histoire en forme de pouvoir Beaumont. Mais alors il vit quelque chose qui arrêta son souffle froid. Un tiroir verrouillé, sa poignée en fer sombre avec l'âge, marqué d'un seul blason, différent des autres. Pas l'héraldique fabriquée des Beaumont, mais un symbole plus ancien, plus dur. Un serpent enroulé autour d'une croix. Ce n'était pas anglais, ce n'était pas français.
c'était quelque chose de bien plus ancien. Isabelle remarqua son regard. Pendant un moment, son visage se raidit, puis elle se pencha près, sa voix pas plus qu'un murmure. Ce tiroir contient ce qui ne devrait jamais être vu, pas même par la famille. Et là c'était, la fissure, le moment qu'il avait attendu. Il se pencha en arrière, feignant une curiosité décontractée, masquant la tempête dans sa poitrine. Certaines vérités, murmura-t-il, sont plus lourdes que d'autres. Isabelle ne dit rien. Elle verrouilla seulement le tiroir à nouveau et se tourna. Mais le tremblement dans sa main la trahit. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas seulement une falsification. C'était l'origine, la vraie racine de la lignée Beaumont, peut-être même la clé de leur secret génétique. Cette nuit-là, tandis qu'il retournait à la pension, il réalisa ce qui devait être fait. S'il devait blesser la famille, il devait ouvrir ce tiroir. Il devait voir ce que même les Beaumont craignaient d'admettre. C'était une pensée suicidaire, mais c'était aussi sa seule chance. Dans son journal, il nota avec une intensité fiévreuse « Le serpent et la croix, c'est plus ancien que la vallée de la Lavande, plus ancien que la Bourgogne, plus ancien que la Picardie. Si je peux atteindre ce qui gît sous leur falsification, je ne les exposerai pas seulement. Je révélerai ce qu'ils ont caché pendant des générations, leur vraie genèse. » Mais tandis qu'il écrivait, un seul son le figea. Un doux coup à sa porte. 3 frappes, délibérées, calmes. Il se leva, main tremblante, vers le revolver qu'il avait réussi à garder caché. Quand il ouvrit la porte, personne ne se tenait dehors. Seulement une enveloppe gisait sur le sol, scellée en cire cramoisie. À l'intérieur était une seule ligne écrite de la main délicate de Victoire. « Le tiroir vous appelle. Nous attendons. » Ce n'était plus une mission secrète. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Et ici, auditeurs et tout, la descente s'aiguise en terreur. Les Beaumont ne gardaient pas seulement leur vérité. Ils le guidèrent vers elle, comme si la vallée entière, la performance entière, avait été construite pour le mener dans cette bibliothèque, à ce tiroir, à ce serpent enroulé autour de la croix. Demandez-vous combien de vérités que vous pensez découvrir étaient en fait conçues pour que vous les trouviez. Combien de révélations sont simplement des portes que vos dirigeants voulaient que vous ouvriez pour que vous marchiez exactement où ils l'entendaient. Hébert ne les démasquait pas. Ils marchaient plus profondément dans leur labyrinthe. La nuit où il choisit de retourner au domaine Beaumont, Hébert sentit comme si chaque pierre dans la vallée de la Lavande le regardait. La lune pendait bas, saignant de l'argent à travers le désert, et les falaises se dressaient comme des juges silencieux. Il s'était dit que c'était de la stratégie, qu'il frappait à leur cœur, déchirant la plaie de leur origine cachée. Mais une autre partie de lui, plus sombre et plus calme, murmurait la vérité. Il était guidé. Le tiroir marqué du serpent n'était pas seulement verrouillé, c'était un appât. Pourtant, il y alla. La bibliothèque était silencieuse quand il s'y glissa. Le feu réduit à des braises rougeoyantes, l'air épais de l'odeur de cuir et d'encre. Les étagères le dominaient, des siècles de généalogie falsifiée se tenant comme de faux témoins. Ses yeux allèrent droit au bureau, au tiroir, le serpent enroulé autour de la croix. Sa poignée en fer luisait faiblement à la lumière du feu. Pendant un long moment, il hésita. Il pensa au tremblement d'Isabelle, à la note moqueuse de Victoire, à la certitude calme d'Auguste. Il le voulait ici. Et pourtant, l'attraction était irrésistible. Il sortit une petite pointe en fer de sa sacoche, un outil qu'il portait pour sécuriser des documents sur la route, et la pressa dans la serrure. Avec un clic faible, le tiroir céda. À l'intérieur gisait un paquet de papier, jauni par l'âge, attaché par de la ficelle. Dessous, un livre relié en cuir, sa couverture craquelée, son dos usé. Sur la première page du livre n'était pas du français, ni du latin, mais de l'allemand. Des traits durs ancrés d'une main ancienne. Hébert ne pouvait pas lire chaque mot, mais une phrase sautait à lui encore et encore. L'héritage du sang, il tourna page après page, son pouce accélérant. Le livre n'était pas une généalogie. Ce n'était pas une histoire familiale. C'était de l'instruction. Un manuel de sélection sélective, de manipulation et de contrôle. Notes sur le choix de partenaires de mariage, non pour l'amour, mais pour le calcul du tempérament. Leçons sur comment instiller l'obéissance aux enfants, non par punition, mais par endoctrinement précoce. L'art d'enlever l'empathie avant qu'elle ne fleurisse. Puis vinrent les noms, pas Beaumont, pas fuyant, pas faux, mais une lignée tracée jusqu'en Europe, jusqu'à une ville industrielle sur le Rhin, où la famille avait commencé comme marchand en acier et charbon. Là aussi le même schéma de disparition. Fortune soudaine, rivaux brisés. Ce n'était pas une invention française. Les Beaumont n'étaient qu'une branche de quelque chose de plus ancien, exporté comme une contagion à travers l'océan, mais le livre portait quelque chose de plus sombre encore. Dans les marges, écrits de la main inimitable d'Auguste, étaient des réflexions. L'empathie est une difformité, la compassion engendre la faiblesse. Les enfants doivent en être purgés, comme on purge la maladie d'un corps. Une autre note, la survie n'est pas un don de Dieu, c'est l'artisanat de l'homme. Nous n'adorons pas, nous sélectionnons. Le paquet de papier sous le livre fit arrêter son souffle. Ils étaient des archives de mort, contrats, accidents, maladies,
tous organisés proprement comme si le meurtre lui-même était un commerce registré. Bourgogne, Picardie, Alsace. Chaque victime cataloguée par nom. Chaque malheur expliqué en détails cliniques glaçants. L'éleveur dont le cheval fut effrayé. L'institutrice dont l'école brûla. La couturière qui disparut. Tout comptabilisé, tout lié à la main de la famille. Et sous eux, un document final, une seule feuille, plus récente, écrite d'un script prudent. Il portait aucun nom en haut, seulement un en tête. Continuation de l'héritage de l'Ouest. Les lignes dessous listaient la génération suivante. Auguste Jr., Victoire, Edgar. Chaque nom suivi de traits, force, faiblesse, futur potentiel, notes sur qui il devrait être épousé, qui éviter, quelles alliances étendraient de la portée de la famille à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Ce n'était pas de la spéculation, c'était un plan, un script pour les 50 prochaines années. Hébert sentit son estomac se tordre. Il réalisait maintenant la profondeur de leur secret. Les Beaumont n'improvisaient pas la cruauté. Ils suivaient un design plus ancien que la vallée elle-même, et ils n'avaient pas fini. Leur lignée était destinée à se propager, à fusionner avec d'autres, à semer de nouvelles dynasties à travers le continent. Puis vint le son, une planche grinçant derrière lui. Il pivota, les papiers encore serrés dans sa main. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait Victoire, sa robe blanche luisant faiblement à la lumière du feu, son visage calme, ses yeux vivants de quelque chose de prédateur. Elle ne tressaillit pas d'être découverte. Elle sourit seulement, inclinant la tête. « Je vous ai dit que le tiroir vous appelait », murmura-t-elle. Il essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Victoire s'approcha, sa voix douce, patiente, comme si elle expliquait une leçon à un enfant. « Vous pensez avoir trouvé quelque chose d'interdit, mais tout ce que vous avez trouvé est votre rôle. Ne voyez-vous pas? Vous étiez destiné à le lire. Vous étiez destiné à le porter au-delà de cette vallée. C'est le design. Le sang se propage non seulement par la chair, monsieur Hébert, mais par l'histoire. » Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Son esprit chancela avec la réalisation. Peut-être toute son enquête, toute sa résistance avait été partie du design de la famille. En essayant de les exposer, il n'assurait que leur narrative voyage plus loin, s'incrustant dans d'autres esprits. Victoire se pencha près, son souffle froid contre son oreille. Nous ne craignons pas l'exposition. Nous en avons besoin. Chaque homme qui essaie de nous résister devient un autre vaisseau pour notre vérité. Et quand vous le porterez dans le monde, vous nous rendrez plus forts. Hébert sentit ses genoux faiblir. Le serpent autour de la croix n'était pas seulement leur symbole, c'était leur philosophie. Constriction et foi tordus ensemble. Domination sanctifiée comme destin. Et ici, auditeurs, et tout l'adresse s'infiltre en vous. Combien des vérités interdites que vous pensez découvrir étaient en fait destinées à ce que vous les trouviez? Combien de révélations ne sont pas résistance mais transmission? Quand vous passez l'histoire, quand vous la murmurez dans l'ombre, résistez-vous au système ou le servez-vous? Dans cette bibliothèque, serrant des papiers qui brûlaient comme du poison dans ses mains, Hébert réalisa la terrible possibilité. Il n'était pas le briseur de la chaîne Beaumont. Il en était la continuation. Le feu dans la bibliothèque brûlait bas, les ombres s'étirant longues à travers les murs de grès. Quand Hébert sentit le poids des papiers marqués du serpent dans ses mains, chaque mot qu'il avait lu le rongeait. Les instructions allemandes pour élever la cruauté, les registres de morts orchestrés, le plan pour les futures générations. Mais le murmure de Victoire était ce qui s'enfonçait le plus profondément. Nous ne craignons pas l'exposition. Nous en avons besoin. Pour la première fois, il se demanda si la résistance elle-même était partie de leur design. Peut-être la dynastie Beaumont ne survivait-elle pas seulement à l'opposition. Elle la consommait, la tournait en carburant. Chaque murmure de suspicion, chaque rumeur de leur cruauté, chaque secret interdit ne faisait que approfondir leur aura d'inévitabilité. Résister était propager leur mythe. Combattre était jouer son rôle dans leur script. Victoire se tenait silencieusement en face de lui, son visage à moitié éclairé, ses yeux fixés sur lui avec le calme d'un prédateur qui a déjà gagné. Derrière elle, dans le hall sombre, il sentit du mouvement. Auguste, Théodore, Marc, toute la famille attendant en silence, observant, mesurant, décidant. « Choisissez », murmura-t-elle. « Détruisez les pages et disparaissez, ou portez-les et devenez ce que vous êtes déjà, notre vaisseau. » Les mains d'Hébert tremblèrent, tandis qu'il fixait les papiers. Les brûler signifierait le silence, l'oubli. La famille continuerait sans entrave, leur registre de cruauté porté en avant dans la moelle de leurs enfants. Mais les porter au-delà de la vallée de la Lavande, les disperser dans le monde, signifierait qu'ils devenaient exactement ce qu'ils entendaient, un courrier de leur mythe, un prophète de leur philosophie. De toute façon, la dynastie endurait. Il pensa à Élie Tourneur encore lié dans la poussière, condamné non par la mort mais par le silence. Il pensa à Claire Droit, effacée de la mémoire par une seule phrase sur un banc d'église. Il pensa au shérif Bertrand, vieux et brisé, portant encore la cicatrice de savoir trop. Et enfin, il pensa à lui-même, Jacques Hébert, généalogiste, enquêteur, un homme venu chasser des disputes d'héritage, et qui s'était trouvé enchaîné par une famille plus ancienne, plus sombre, plus raffinée que tout ce qu'il avait imaginé. Lentement, il baissa les papiers sur le bureau,
Sa voix craqua, mais ne faiblit pas. Si la survie est un script, dit-il, alors j'écrirai ma propre ligne. La famille observa en silence tandis qu'il atteignait la lampe à huile et la basculait. Les flammes sautèrent instantanément, léchant les papiers, consumant des siècles de lignées falsifiées et d'archives de meurtre. Le livre en cuir se recroquevilla, le blason marqué du serpent noircissant dans le feu. Pour un moment fugace, Hébert sentit le pouvoir, la défiance contre l'inévitabilité qu'ils avaient tissée autour de lui. Mais Victoire sourit seulement, pas avec colère, pas avec perte, avec satisfaction. « Oui, murmura-t-elle, même dans la destruction vous nous servez car le feu aussi est un héritage. » Les flammes se propagèrent rapidement, dévorant le bureau, rampant vers les étagères. Isabelle bougea en premier, commandant aux serviteurs de le contenir. Théodore arracha les lourdes tentures pour étouffer le feu. L'efficacité de la famille était terrifiante. Il répondait non avec panique mais avec une efficacité répétée, comme si même la catastrophe avait été anticipée. En minutes, l'incendie fut contenu. Les papiers étaient en cendres, le livre carbonisé, au-delà de la reconnaissance. Hébert se tenait tremblant dans la fumée, sa poitrine se soulevant. Il avait détruit l'archive, mais au creux de son estomac, il sentait la vérité. Cela n'importait pas. La famille portait leur doctrine dans le sang, dans la mémoire, dans des enfants déjà entraînés à voir le monde comme un registre de faiblesse. Le papier n'était rien. Il avait brûlé des mots, mais il n'avait pas brûlé le système. Le lendemain matin, il fit ses bagages de ce qui lui restait. Pas de sacoche lourde de preuves, pas de journaux remplis de démonstrations, seulement sa mémoire, et la dread que la mémoire elle-même était le vaisseau même que les Beaumont avaient voulu depuis le début. Il quitta la vallée de la Lavande avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et la connaissance qui le hanterait pour toujours. Et voici où vous, auditeurs, devez faire face à la vérité, la plus sombre de toutes. Certaines dynasties n'ont pas besoin de monuments ou d'archives. Elles vivent dans les esprits de ceux qui les témoignent. Chaque homme qui voit, chaque homme qui parle, devient un autre lien dans leur chaîne. Jacques Hébert sortit de la vallée de la Lavande, pensant s'être échappé. Mais en vérité, il portait les Beaumont avec lui, dans chaque mot qu'il prononça, dans chaque avertissement qu'il laissa derrière. C'est ainsi que la corruption se propage. Pas dans l'encre des registres, pas dans les murs des domaines, mais dans les histoires murmurées après la tombée de la nuit. Des histoires comme celle-ci, des histoires que vous entendez maintenant. Alors je vous demande, tandis que vous êtes assis dans la lueur de votre propre lumière, avec le poids de ce conte pressant contre votre esprit, le vaisseau de qui êtes-vous devenu? Quand vous parlez des Beaumont, quand vous murmurez leurs secrets, les résistez-vous? Ou portez-vous leur sang en avant comme ils l'ont conçu? Peut-être que c'est la cruauté finale de leur héritage génétique. Pas qu'ils aient élevé des prédateurs, mais qu'ils aient élevé l'inévitabilité. Et une fois que vous avez entendu leur histoire, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous en devenez partie. La famille Beaumont endure dans les archives, dans la mémoire, dans